Alors bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur comment installer la solution OpenVAS sur une machine de type Linux, mais sur une distribution de type Arch Linux. Alors OpenVAS, pour faire simple et court, c'est un scanner de vulnérabilité. Alors il y a des concurrents qui sont des concurrents propriétaires, d'autres open source. Il y a plusieurs joueurs dans ce domaine sur le marché. L'intérêt d'OpenVAS, c'est que il est open source. Il est disponible à la communauté, mais les sources à disponibilité. Donc il est possible de les consulter, il est possible de les compiler, de les installer sur différentes distributions. Par défaut, OpenVAS propose euh, sa solution dans des distributions comme Kali Linux, où il est préinstallé, préconfiguré. Donc c'est une méthode. Il y a d'autres paquets qui sont disponibles pour Red Hat, donc Fedora, pour la version non payante de Red Hat, CentOS, etc. Le Kali Linux, je viens de vous en parler, et il y a un PPA dédié pour ceux qui utilisent Ubuntu. Il y a aussi la possibilité d'aller chercher directement une appliance virtuelle, donc une machine virtuelle, ou de télécharger soit les sources, et ça c'est intéressant parce qu'on peut les étudier, ou directement un paquet, un binaire, qui sera installable après via un script. Alors, vu que nous, on est sur une machine de type Linux, Arch Linux, comme je peux vous faire voir, même moi. Donc, je suis sur une Arch avec un noyau 4.15. Il est possible d'installer OpenVAS. Il y a deux approches pour procéder à l'installation. La première va être d'utiliser la ligne de commande. C'est ça, c'est d'utiliser la ligne de commande. La seconde, ça va être d'utiliser l'outil de Pacor, puis d'aller faire une recherche directement sur le paquet qu'on cherche. Et là, normalement, on s'aperçoit qu'il a déjà été installé, parce que j'ai fait une préinstallation. D'accord. Normalement, s'il n'est pas installé, l'icône se présente avec un carré qui est gris, gris et non vert. Pour l'installer en ligne de commande, habituellement j'installe mes logiciels en ligne de commande. Donc c'est normalement, on utilise la sudo pacman-s OpenVAS. D'accord, donc on s'aperçoit qu'il va nous proposer différentes options pour les dépôts. En règle générale, on prend tout, parce qu'on a besoin de tout, en fait. Là, il nous dit qu'effectivement, c'est déjà installé, donc il nous demande de faire une réinstallation, ce qu'on ne fera pas, puisqu'en fait, l'installation a déjà été faite précédemment. Donc on va répondre non. Mais toujours est-il que même si les paquets actuellement sont installés, l'utilisation d'OpenVAS n'est pas encore fait. Et ça veut dire que c'est pas utilisable. Il y a certaines étapes à faire par la suite et c'est ce qu'on va voir. Alors c'est sûr que si on utilise un Kali Linux, c'est rapide, c'est efficace parce que c'est préinstallé, il y a simplement des services à mettre en marche. À cliquer sur le bon raccourci, puis l'application, le GUI va s'ouvrir, donc on va avoir l'interface web pour qu'on puisse utiliser l'application. C'est pas le cas là tout de suite sous Arch, parce que c'est pas fait. C'est ce qu'on va faire. Alors vous me direz, pourquoi tu n'utilises pas directement Kali Linux? Simplement, j'utilise Kali Linux, mais je trouve qu'il est intéressant d'avoir sur mon Arch Linux, donc sur la machine que j'emmène chez mes clients, une solution fonctionnelle de différents outils
et pas obligatoirement sur une distribution de type Kali Linux, parce que j'ai pas obligatoirement besoin de l'ensemble des outils que Kali propose. Donc quand j'ai besoin d'outils spécifiques et que j'ai pas le goût de les installer, ben, là je vais passer sur, sur la machine virtuelle, mais disons que puis c'est intéressant de pouvoir le faire, de savoir le faire, parce que quand vous allez vivre un problème ou un bug, vous allez pouvoir être capable de troubleshooter ça jusqu'à un certain point, en sachant que vous maîtrisez déjà l'installation et vous savez où et comment faire pour, pour faire du troubleshooting. Donc c'est intéressant, c'est formatif, puis bon, c'est une méthode. C'est ma méthode en fait de travail. Alors dans un premier temps, donc là on s'est aperçu que les principaux paquets ont été installés, donc il faut simplement maintenant s'assurer que ça puisse fonctionner. Logiquement, pour ceux qui sont un peu dans le domaine, vous allez comprendre assez rapidement que pour faire fonctionner ce genre de solution, on a besoin de générer des certificats, parce qu'on travaille sur des protocoles qui sont de type, par exemple, SSL, donc le port 443, et que il faut obligatoirement un certificat pour pouvoir travailler. Donc on va générer ces certificats-là, en espérant que ça fonctionne, parce que c'est du live. Je n'ai pas fait de pré-test. J'ai simplement préparé une petite anti-sèche que vous ne voyez pas avec mes lignes de commande qui vont bien. Et donc là, on va faire en sorte de générer les certificats. Donc toujours via la commande sudo r et la openvas-manage sort avec un -a. Alors, il trouve effectivement des certificats parce que j'avais fait des pré-tests. Donc, ça veut dire que soit je fais un -f pour les refaire, ou soit j'utilise ceux qui ont été générés dans mes tests précédents au niveau des certificats. Je pense qu'on va faire un -f, voir si ça fonctionne. Bon, je ne sais pas si ça marche. Non, on va prendre pour acquis que les certificats sont faits. Parce qu'effectivement, j'avais fait cette étape-là pour voir si ça créait bien mes certificats. Puis effectivement, ça crée des certificats, ça crée un répertoire, puis ça va pousser des certificats auto-signés, hein, on s'entend, de façon à pouvoir faire fonctionner l'application. Après, il y a toujours la solution d'installer des certificats avec une autorité de certification reconnue. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, donc l'autre chose à faire suite à ça, on va aller mettre à jour les bases de données. Il y a plusieurs bases de données qui sont utilisées sur OpenVAS. C'est en fait les bases de données dans lesquelles vont être indiquées la liste des vulnérabilités. Donc vous comprenez que cette base de données-là est à mettre à jour régulièrement parce qu'il y a des vulnérabilités qui sont découvertes à tous les jours. Alors la méthode de le faire, c'est toujours avec une méthode sudo r. Et on va aller faire les mises à jour en passant par ça. Donc Ribbon étant une des compagnies qui fournit les informations pour ces vulnérabilités-là. Donc, il va aller mettre à jour la BD. Normalement, il devrait aller récupérer cette BD-là, la mettre dans un répertoire spécifique, en espérant que ça fonctionne. Le nombre de BD à mettre à jour, il y en a 3. Et là, est-ce qu'il me fait une erreur? Il me semblerait que oui ou pas. On va voir. Ok, donc il a mis sa base de données à jour, pardon.
On va continuer pour les autres. Donc, il y en a 2 autres à faire. Donc il y a du stock à récupérer lors de la première utilisation. Je pense que par la suite, lorsqu'on fait les mises à jour de ces bases de données-là, ça doit être incrémentiel. Je pense qu'il ne va pas rechercher l'ensemble des BD, mais simplement les nouvelles, tout ce qui est nouveau, donc il fait un différentiel, moi j'espère. Donc toutes ces étapes-là, en fait, ne sont pas obligatoirement celles que vous allez faire si vous utilisez la solution qui est sur Kali Linux, par exemple. Parce qu'il va y avoir des scripts qui vont le faire pour vous, je pense. Donc c'est assez transparent et c'est peut-être un des intérêts pour l'utilisateur d'un Kali Linux, c'est qu'il se retrouve en présence d'une solution qui est quasiment fonctionnelle open the box. En fait, il allume son Kali, puis s'il sait démarrer les bons services, il va être capable d'utiliser une multitude de logiciels qui sont inclus dans la distribution Kali Linux. Ce qui n'est pas le cas sous Arch Linux, puisque Arch Linux étant une distribution de type Lego, on vient installer uniquement ce qu'on a besoin, et donc faut savoir ce qu'on fait en fait, tout simplement. Et moi j'aime cette approche-là, ce qui permet de se coucher un peu moins bête en fait, de savoir comment fonctionne vraiment l'application, puis comment l'installer. Puis si on sait l'installer, on sait où ça s'installe. Et donc quand du troubleshooting à faire, on sait à peu près où aller voir pour régler les problèmes. Donc c'est assez long. C'est assez long. Alors il y a des solutions propriétaires qui sont fournies par des grosses boîtes de type Microsoft, qui sont comme toute solution Microsoft, ça se présente avec des beaux GUI, mais on ne peut pas faire grand chose en arrière, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, on ne sait pas vraiment comment l'application elle travaille, enfin plus ou moins, c'est assez obscur, puis on n'a pas tout, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. L'intérêt de l'open source, c'est justement de contrôler toute la chaîne de l'application en question. Alors je ne dis pas que c'est parfait, hein, ça demande plus d'ouvrage, ça demande des connaissances différentes de ceux qui utilisent du Windows. Mais c'est intéressant de savoir comment une application fonctionne. Donc c'est assez long. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va nous rester à faire après on va avoir une autre base de données à mettre à jour. Et ensuite, on va pouvoir démarrer le service grâce à un système CTL qui va nous permettre d'ouvrir le service de scan. Il y aura ensuite l'ajout d'un compte usager pour utiliser la solution OpenBAS. Et on aura une configuration de l'outil REDIS, REDIS, je ne sais pas comment on le prononce, mais qui va permettre de pouvoir mettre en place l'interface web. Il y aura quelques fichiers de conf à modifier dans ETC, dédiés à ça. Et quand ça sera fait, ensuite on pourra démarrer le logiciel en question. Donc c'est sûr que c'est relativement long, donc c'est une première fois. Je pense que je vais mettre en pause
la vidéo, puis on va s'en reparler quand ça va être installé. Donc à tantôt. Donc me revoilà, donc c'est assez long, hein. Là je viens de lancer la dernière commande pour la dernière base de données. Donc c'est très très long. Comme vous avez pu le voir, il télécharge énormément de choses. Donc c'est ça, il a vraiment besoin de ces bases de données à jour pour pouvoir fonctionner correctement. Donc là il semblerait que c'est ça, en plus j'ai une connexion actuellement en sans fil. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est ça. Malheureusement, je peux pas faire mieux d'où je suis. Alors, il semblerait que l'ensemble des bases de données soient mises à jour. Il faut maintenant démarrer le service de scan. Donc pour ça, on va utiliser toujours avec la commande sudo. On va démarrer le service via systemctl. Donc on start OpenVAS Scanner en fait, de façon à le rendre à ce qu'il soit up. Il n'y a pas de retour, donc il n'y a pas de message d'erreur, c'est un bon signe. Alors logiquement après il faut reconstruire la base de données. Je ne sais pas le temps que ça va prendre, à mon avis ça risque d'être assez long. Ça risque d'être assez long. Puis je sais plus si cette reconstruction, je me rappelle plus si elle se fait maintenant ou si elle se fait lorsqu'on fait une mise à jour majeure de la solution. J'ai un petit doute. J'ai un doute. Je regarde mes notes. Non, en fait, non, il faut vraiment que je fasse une reconstruction de la base de données via la commande suivante. Donc on va reconstruire la base de données. Parce que pour la migration, en fait, c'est pas la même commande. C'est la commande migrate, donc pas rebuild. Et c'est ça. Donc on ne sait pas le temps que ça va prendre. Si je vois que c'est trop long, je couperai la vidéo. Puis je mettrai ça en pause en fait. Et ça n'a pas fonctionné. Ok. Ça n'a pas fonctionné. Donc je suis pas sûr que mon affaire va fonctionner par la suite. Oups. C'est dole si ça marche pas. Donc on va voir ça à la fin. Voir si ça a fonctionné ou pas. On va aller ajouter le user administrateur pour utiliser la solution. Là, c'est sûr que il faut que j'utilise sudo. Donc là, vous avez le mot de passe qu'il faut conserver. Qu'on va aller coller à quelque part. Ok, donc là maintenant on a un user admin avec le mot de passe qui est celui-ci. Donc ça je pense que par la suite, via la console, l'interface web, il va être possible de modifier ça. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai une erreur au niveau de ma base de données. On
va voir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une installation en live. J'ai pas fait de pré-test, ou très très peu en fait. Alors, donc on a fait ça. Maintenant on peut passer à la configuration du fameux Redis, R-E-D-I-S, je sais pas comment on prononce ça. Mais il va falloir que je rentre en configuration d'un fichier. Et ça on va utiliser Nano. Et on va aller ouvrir le bon fichier. Ok. Alors, c'est important, je trouve, de savoir comment configurer ce genre d'outil parce que ça permet de pouvoir, à court terme, de pouvoir maîtriser la solution. D'accord. Et pas uniquement d'être un utilisateur lambda qui est capable simplement de lancer des requêtes pour aller scanner un serveur, un service, un port, ce genre de choses-là. On est un peu plus mature au niveau de la solution et on sait comment la configurer. Ce qui est super intéressant. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi je trouve que c'est ma méthode de travail et ça me permet d'être autonome lorsque j'utilise des solutions de ce type. Pas au début, comme vous pouvez le voir, je vis quelques problèmes, mais ça fait partie de mon auto-formation. Parce que je ne vous cache pas que habituellement j'utilise une VM dédiée où la solution est installée et puis que c'est des packages qui arrivent tout fait là, en 4 clics ça marche. Mais j'ai le goût de pouvoir maîtriser la solution un peu plus en profondeur. Donc je vous partage et je vous partage les aléas de l'installation. Donc à l'intérieur de ce fichier de configuration, en fait, il va falloir qu'on aille ajouter des lignes qui vont être les lignes que je vais mettre en bas. Okay. Donc est-ce que on va aller voir si je les trouve. Ok, on va chercher, on va faire un CTRL W pour aller chercher l'information que j'ai besoin, qui est Unix socket. Donc, ok, donc en fait c'est ça, je m'aperçois que la configuration est déjà en place, donc Unix socket en direction du socket qui est celui qui se trouve ici, avec la variable qui se trouve à 700, le port est à 0, le timeout est le timeout est à 0. Ok, timeout à 0. Ok, ça on va mettre ça en dessous. Parfait. Donc en fait, c'est correct. J'ai vérifié ma conf et elle semble être correcte par rapport à la documentation. Donc je vais faire oui parce qu'en fait j'ai modifié une ligne. On va aller faire la même chose pour un autre fichier de configuration qui lui va se trouver là. Donc on va faire un coller puis on va aller faire ça. Donc dans ETC OpenVAS, on va faire un OpenVAS sd.conf qui est en fait la création d'un. Il faut le créer lui puis aller rajouter quelques lignes. Alors, les quelques lignes, ça va être ça en fait. Ok, on lui dit où est la base de données en fait, la KB en fait. Donc on va faire ça, on va faire quitter, on va faire oui. Alors, c'est sûr que c'est long, c'est laborieux, mais on a une certaine satisfaction à la fin quand on va pouvoir faire fonctionner le bousin.
et qu'on va être capable de l'utiliser. Je sais déjà l'utiliser, mais je l'avais jamais installé, donc c'est vraiment une première. Voilà, à partir de là, on peut redémarrer le fameux Redis en question. Donc on va faire toujours avec notre ami sudo et CTL, système CTL, un redémarrage du service en fait. Donc il n'y a pas de retour, pas de message, c'est correct. On est maintenant capable de démarrer le démon qui va pouvoir nous faire par la suite on va pouvoir se connecter au GUI grâce à ça. Toujours avec les belles lignes de commande. Donc en fait les lignes de commande que je suis en train de taper là, je les ai pas inventées. Hein. J'ai été faire mes devoirs, puis j'ai lu la documentation qu'il faut lire en fait pour savoir comment procéder. Alors je me suis fait une petite anti-sèche sur mon deuxième écran sur lequel j'ai mis mes différentes commandes, ce qui me permet de faire des copier-coller et puis d'être un peu plus rapide dans l'installation. Mais j'ai rien inventé. Hein. J'ai juste fait mes devoirs. Donc là en fait on va aller ouvrir le démon qui lui fonctionne sur un port qui est le 93-90 et on va rediriger tout ça à partir du localhost, ce qui va nous permettre par la suite sur le GUI de nous connecter au niveau du localhost et puis d'avoir une interface un peu plus humaine de façon à faire une interaction avec l'application. Voilà, donc le web UI va se faire. Alors, je sais pas s'il faut faire un sudo devant, j'en ai aucune idée, j'ai jamais fait. Donc, on va faire un test. Si j'ai un message d'erreur, ça voudra dire que je me suis trompé. Mais c'est ça. Donc, normalement, on ouvre JSAD avec l'option "-f", puis on lui demande d'écouter sur l'adresse localhost. Sur le port qu'on a déterminé plus tantôt, qui est 93-90. Et là, il y a une erreur, donc il faut obligatoirement que je fasse un sudo. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voilà, il y a différents flags, qu'il faut considérer certaines choses. D'accord. Bon, on prend en compte ce qu'il vient de nous dire le monsieur. Et on va aller voir maintenant si sur sur 127. Donc on va faire ces 127, on va les faire ça. Donc la connexion n'est pas sécurisée, c'est normal, on fait avancer, on va ajouter une exception, on confirme l'exception, et voilà, on arrive maintenant sur l'interface web de la solution d'OpenVAS. Et c'est là, ça va être le moment fatidique, à savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc tantôt on a créé un user et un mot de passe. Donc on va aller faire un copier-coller de tout ça. Voilà, et on va faire un beau login. Et voilà. Donc, on a réussi à se loguer une première fois sur le web UI de l'application OpenVAS. Maintenant, il faudrait qu'on fasse un test. Donc, je pense que ça va être dans une prochaine vidéo. On a
donc on va faire simplement bon, la version est en anglais. Ok. Admin. Est-ce que je peux rentrer? Bon, voilà. Donc on est dans les settings de l'application en question. Donc le time zone est en UTC, et c'est à mon avis quelque chose qui est tout à fait normal, parce que en sécurité de l'information, on travaille toujours en UTC. Ou enfin, on essaye de rester en UTC, puisque c'est bien plus simple. Le password, donc on s'aperçoit qu'on peut plus le changer. Non, j'ai pas de... Bref. Il m'a mis la langue, il me l'a mis par défaut par rapport à mon browser, d'après ce que je comprends. Donc c'est ça. Ah oui, je travaille en anglais. Peut-être ça. Parfait. Donc bah, ça semble fonctionner. On peut, bah, après je pourrais faire un tour parce que je connais déjà la façon, je connais en fait l'interface d'OpenVAS pour pouvoir pour l'utiliser depuis quelques temps déjà. Ça c'est pas nouveau pour moi. Je pourrais faire une vidéo, une prochaine vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'outil, puis comment ça fonctionne en fait. Donc il y a différents onglets. Mais on va dire que la première partie s'est relativement bien passée. On a vu qu'il y avait eu une erreur avec la reconstruction de la base de données. Donc moi je vais faire des tests pour voir si ça fonctionne bien. Donc il faut que je me fasse en fait. En fait, ce qui reste à faire, c'est fort simple. Il reste à déterminer, à faire des genres de petits scripts de scan pour aller voir pour faire des tests de vulnérabilité sur un actif en particulier. Donc ça je ne vais pas le faire dans cette vidéo là. Donc on a le fameux dashboard. Donc bah, c'est assez vierge parce que j'ai vraiment rien fait avec. Donc on peut éditer les dashboards et puis c'est assez intuitif comme utilisation. Au niveau des scans, c'est là où on va aller mettre ces demandes de scan, et c'est là où on va avoir les retours qui vont s'afficher ici. Donc je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Parce qu'on peut faire des tâches, les rapports vont se faire, les résultats aussi, on peut prendre des notes, c'est assez puissant. C'est ça, donc là on peut faire plein de choses au niveau des assets, donc au niveau des hosts qu'on va aller scanner, des systèmes au niveau des systèmes d'exploitation. Et après on a plein de choses au niveau des CVE, puis plein d'affaires qui sont intéressantes à connaître pour savoir de quoi on parle après. Puis bah, la configuration, c'est là où on va faire nos confs pour pouvoir faire fonctionner l'application comme du monde. Puis on a toujours quelques extras. Parce qu'il y a des plugins qui peuvent venir se greffer à la solution. On a bien sûr la partie administration, parce qu'on peut se loguer dessus à partir de la LDAP par exemple, ou d'un Radius. On est installé en local, mais il pourrait fonctionner autrement. Puis on a les fameux fichiers d'help, les fichiers d'aide. Donc je vais mettre fin à la vidéo maintenant. Je vais faire un petit billet associé à cette vidéo là. Donc je pense qu'elle va être assez longue la vidéo, donc je m'en excuse. Pas toujours parfois un format idéal. Mais c'est ça, vous avez vu qu'il est possible d'installer cette solution sur une arche Linux. L'intérêt, comme je vous disais tantôt, c'est de savoir où se trouvent les fichiers de configuration, puis de savoir faire du troubleshooting ou de faire des configurations spécifiques par rapport à l'utilisation du produit, ce qui n'est pas le cas nécessairement lorsque vous utilisez la solution directement sur une appliance virtuelle que vous avez téléchargée ou sur la solution qui est embarquée dans Kali Linux. Et je pense que pour être un professionnel complet, il faut savoir utiliser ces outils
et puis savoir les installer, les troubleshooter. Donc c'est ma vision. Peut-être que les gens ne partagent pas toute cette vision-là, mais c'est la mienne. Voilà, donc si ça vous a plu, laissez un commentaire, un pouce bleu, comme tout bon youtubeur demande. Youhou. Bref, voilà, donc j'espère que simplement ça vous a plu. Puis je vous dis à la prochaine, parce qu'il y aura d'autres vidéos sur la solution OpenBass. Merci, salut.